Et voilà. Alors, ok. Bon, bonjour à tous. Merci d'être là au rendez-vous. Donc, j'ai prévu de vous parler dans ce webinaire de l'alimentation un peu plus spécifique, le régime d'éviction et en particulier le régime sans gluten et sans lactose. Donc le but, c'est vraiment de parcourir un petit peu pourquoi est-ce qu'on mettrait en place une telle alimentation, qui est-ce que ça concerne, qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice, quelles sont les limites aussi de cette approche, et puis comment est-ce qu'on met ça en pratique. Alors ce webinaire, je l'ai organisé maintenant parce que je viens tout juste de terminer une version d'un nouvel e-book dont vous connaissez sans doute les 21 jours de menus sains et pratiques qui sont des e-books pour, j'ai envie de dire, la cuisine de tous les jours, avec des recettes pour le matin, le midi, les goûters, le soir. Il y en a un par saison. La version printemps vient de sortir et nouveauté cette année, j'ai aussi fait des déclinaisons sans lactose et sans gluten. Et en fait, en faisant cet e-book et toutes ces adaptations, je remarque qu'il y a quand même pas mal de, soit des petites subtilités, mais aussi j'ai envie de dire des concepts à comprendre pour, quand on se lance là-dedans, de savoir euh, pourquoi on le fait et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Et donc, voilà, je me suis dit, j'organise un petit webinaire pour parler de tout ça. Alors, je laisse encore rentrer ceux qui nous rejoignent ici. J'ai préparé pour vous aussi quelques petits slides, donc je vais partager mon écran et comme ça vous donnera aussi des choses un petit peu plus concrètes que juste moi qui parle. Alors, je vais chercher ma présentation. Alors, ça devrait s'afficher, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de présentation, vous pouvez utiliser le chat. J'essaierai de garder un œil dessus et en tout cas, à la fin, je pourrai prendre le temps de répondre s'il y a des questions. Alors, au programme donc de ce webinaire, pour qui est-ce que ça peut être intéressant d'adopter une alimentation sans gluten ou sans lactose? Qu'est-ce qu'on peut espérer avec ce type de régime d'éviction? Où sont les limites et aussi les pièges à éviter? Et puis comment est-ce qu'on s'y prend? Quels sont les aliments qu'il faut éviter? Quels sont ceux qu'il faut ajouter ou qu'on doit avoir dans ce type d'alimentation, tout en restant évidemment sur une approche qui soit saine, variée et le credo d'alimentation joyeuse accessible. Donc moi, je veux que ça soit réaliste dans voilà, la vraie vie. Donc c'est toujours comme ça que euh, j'approche l'alimentation, y compris quand on a certaines contraintes un petit peu plus spécifiques, telles que l'éviction du gluten ou du lactose. Alors éviter le gluten ou le lactose, c'est deux choses différentes. J'ai décidé de les regrouper ici dans le webinaire. euh, parce que voilà, ça me permet aussi d'aborder certaines choses qui sont, je veux dire, qui vont dans le même sens. Il y a certaines logiques qui sont les mêmes, même si vous pouvez être concerné par l'un et pas du tout par l'autre. Ça, c'est même le plus fréquent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste encore un petit mot de présentation. Donc, moi, je suis Véronique Declercq. Je suis formée en nutrithérapie au CFNA et en lifestyle medicine à l'université d'Harvard. Et voilà, je fais des consultations en nutrithérapie dans mes cabinets donc, autour de Bruxelles et à Bruxelles, mais aussi en ligne pour ceux qui sont plus loin. Et puis, j'ai fondé Alimentation Joyeuse, qui est un blog sur lequel je partage des astuces, des idées, des recettes, des infos pour manger sainement au quotidien, facilement, pour vous apprendre des choses aussi de ce côté-là. Et donc, j'envoie tous les dimanches un email avec voilà, des astuces, des infos, des recettes. Ce qui m'a fait prendre conscience d'ailleurs, juste avant de commencer le webinaire, que j'ai annoncé ce webinaire sur les réseaux sociaux et je ne l'ai pas fait à mes abonnés de la newsletter du dimanche. Donc voilà, si vous avez eu l'info par les réseaux, tant mieux. Si vous ne l'avez pas eu et que je vous envoie le replay par la suite, désolé pour ça. Donc heureusement, c'est enregistré, vous aurez quand même l'info.
Dans le cadre d'alimentation joyeuse, je fais aussi des e-books de recettes, c'est ce que je vous disais tout au début. Donc ici, nouvel e-book de recettes, les 21 jours de menu printemps avec la déclinaison sans lactose et sans gluten. Euh, et si ça vous intéresse, je vous donnerai les liens où vous pouvez les trouver ici pendant la présentation. Je donne aussi cours aux étudiants en nutrithérapie, c'est la dernière image que vous voyez. Donc l'école pour se former en nutrithérapie, le CFNA, je suis enseignante aussi là-bas. Donc voilà pour les présentations. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Euh, les symptômes, que ce soit pour une sensibilité au lactose ou au gluten, peuvent être très diverses. On est d'office dans la sphère de la digestion, ça paraît logique quand on parle de l'alimentation, mais pas que. On verra qu'on peut aussi avoir des symptômes au niveau de l'énergie, au niveau du mental, et que ces symptômes sont généraux, parfois difficiles vraiment à identifier à quelque chose dans l'alimentation. Aussi, parce qu'on peut avoir des symptômes qui sont immédiatement après l'ingestion d'un aliment, mais qui sont aussi à retardement. Et donc, déjà, le fait de déceler si, oui, en fait, je sais que le gluten, ça ne me convient pas, ou le lactose, ça ne me convient pas, c'est pas toujours évident. Parce qu'on peut se dire, voilà, moi, ma digestion, elle n'est pas parfaite, je suis fatiguée, j'ai un peu de difficulté de mémoire, sans pour autant se dire que c'est un problème de lactose, de gluten. Et pourtant, ça fait partie des symptômes assez classiques. Alors, j'aimerais bien savoir, pour tous ceux qui sont en direct, est-ce qu'il y en a parmi vous ou, voilà, que vous savez déjà, moi, je suis intolérante au lactose, je suis intolérante au gluten. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est pas clair pour vous? Est-ce que vous vous doutez qu'il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr? Et quel type de symptômes vous avez? Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me dire ça. Donc, ça vient. Petit à petit, oui, Cécile dit pas clair du tout pour moi, je comprends. J'espère que ce sera plus clair après. Et puis surtout, ce sera plus clair une fois que vous avez essayé certaines choses. D'autres réponses, pas tout de suite, ouais, pas certaines. Moi, je sais pas non plus, j'ai des problèmes de digestion, difficiles à digérer. Ouais, ok, ok, on va voir tout ça. Euh, alors, au niveau de ces fameux symptômes, c'est clair que dans ce que vous allez voir ici et dans les symptômes que je vais lister plus spécifiquement, vous allez probablement reconnaître il y a ce côté ballonnement, difficulté à digérer, constipation, trouble du transit. Ça peut être lié à ça, ça peut aussi être lié à d'autres choses. Donc, c'est pas non plus la panacée. On va dire, oui, c'est d'office ça, j'élimine le lactose, j'élimine le gluten, tous mes problèmes seront résolus. Donc là aussi, je vous donnerai des indications supplémentaires parce qu'en termes de digestion, avec ce que je vois ici dans le chat, sachez qu'il y a toujours des solutions. Et si c'est pas le gluten, le lactose, ou si c'est et le gluten et le lactose et aussi d'autres choses, c'est parfois difficile à déceler. Mais en consultation, je peux vous assurer que même quand on ne sait plus par où prendre les choses, que j'ai des patients qui me disent j'ai déjà tout essayé, je ne sais pas ce que je peux manger ou ce que je ne peux pas manger, il n'y a rien qui marche. euh, il faut débroussailler le problème, mais on trouve toujours des solutions et il y a toujours une amélioration. Donc, il faut tenir bon là-dedans, se faire accompagner pour avoir une démarche qui soit complète, parce que ce n'est pas une fatalité. Ok, alors, je commence par le lactose. Je ferai pareil pour le gluten, à vous détailler un petit peu. Au niveau de ces symptômes, pour une intolérance au lactose, qu'est-ce qu'on retrouve? Forcément des symptômes au niveau de la digestion, ballonnement, ventre gonflé, crampes abdominales, diarrhée, constipation, des flatulences, parfois aussi des nausées. La sensation vraiment d'avoir que ça travaille, des bruits, des gargouillis, tout ça, ça peut être dû à une intolérance au lactose.
ce n'est pas que au niveau de la digestion que ça se passe, ça peut aussi se répercuter sur votre énergie, donc de la fatigue, des maux de tête, une certaine somnolence. Et si c'est une intolérance qui est, j'ai envie de dire, installée depuis longtemps, qui n'a pas vraiment été euh, traitée ou à laquelle on n'a enfin, rien fait, ça finit par épuiser l'organisme et on peut parfois aussi lier des troubles immunitaires à ça, en particulier dans la sphère ORL. Les symptômes de cette intolérance au lactose, en général, on va les retrouver entre une demi-heure et 2 heures après l'ingestion des aliments. Mais donc, vous voyez, au niveau des symptômes, ça reste assez générique. Et donc, c'est pour ça que c'est pas toujours évident vraiment à déceler. Pour ce qui est du gluten, là aussi, on va retrouver des symptômes au niveau digestif, donc aussi ballonnement, douleur abdominale, diarrhée ou constipation ou alternance entre les deux. Aussi, et encore plus que pour le lactose, le côté fatigue. Fatigue chronique, brouillard mental, difficulté de concentration, de mémorisation, maux de tête, voire migraine. Et alors, un peu plus typique du gluten et qu'on n'a pas forcément avec le lactose, c'est des douleurs articulaires, musculaires. Donc, ça balaye un petit peu plus large au niveau des symptômes et aussi au niveau de l'apparition des symptômes. Là, ça complique vraiment les choses pour déceler ce qui se passe parce qu'on peut avoir des symptômes environ 1 heure après ingestion du gluten, mais ça peut aussi s'étaler et apparaître beaucoup plus tard. Donc, d'1 heure à quelques jours après l'ingestion des aliments. Et ce qui fait qu'en fait, si on essaye même de dire, bah, en fait, j'ai mangé ça et j'ai l'impression que je me sens bien, on se dit, bon, voilà, c'est que ça ne doit pas être le gluten, mais en fait, ça peut venir à retardement. Alors, les solutions par rapport à tout ça. Alors, évidemment, si on sait que bah, le gluten, ça passe pas bien, le lactose, ça passe pas bien, il faut réduire la source, donc réduire le gluten, le lactose. Ça fait partie de la solution, mais c'est qu'un des aspects de la solution. Euh, Si vous avez une intolérance, que ce soit au lactose, au gluten, avec des symptômes que vous avez négligés ou vous avez bah, cherché mais pas trouvé les solutions pendant longtemps, en fait, ben, vous risquez d'installer une inflammation, et une inflammation qui peut devenir chronique et qui, elle, même si à un moment donné vous arrêtez de consommer du lactose ou du gluten, ben, ça ne suffira pas à restaurer votre capacité à digérer ou restaurer complètement votre énergie. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper en disant, ben voilà, j'ai arrêté le gluten, ça va mieux, mais c'est pas encore top, c'est que ça ne doit pas être ça. Ben, si c'est probablement ça, mais qu'il y a d'autres choses qui ont été abîmées, déséquilibrées à cause de ça et qui nécessitent de s'en occuper aussi par ailleurs. Je vais détailler ça un petit peu par la suite. Il ne faut pas non plus confondre des intolérances, et c'est ce dont on parle ici aujourd'hui, et des allergies. Donc, je ferai la distinction. On peut avoir des symptômes qui sont similaires, mais le mécanisme qu'il y a par derrière n'est pas le même, et donc les solutions ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, en troisième lieu, il y a une notion de seuil. Tant pour le lactose que pour le gluten, en fait, c'est pas noir ou blanc. Euh, Vous avez un seuil de tolérance, c'est-à-dire que vous allez supporter certaines choses jusqu'à un certain moment et puis plus. Et même ça, parfois, ça bouge encore un petit peu. Donc, je reviens sur ces trois éléments de solution un petit peu plus en détail, mais donc c'est un petit peu plus complexe et complet que juste se dire je dois éliminer le lactose ou je dois consommer moins ou pas de gluten. Donc, premier cas. Si ça dure depuis un certain temps, je le disais, vous risquez en fait d'avoir cette inflammation qui s'est installée. Alors quand on parle ici d'inflammation chronique, dans la grande majorité des cas, c'est ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est-à-dire que vous n'avez pas une maladie inflammatoire, vous n'avez pas mal, vous n'avez pas de fièvre, vous êtes pas, il n'y a pas de rougeur qui sont les indications typiques de l'inflammation, mais c'est une inflammation qu'on dit de bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui passe un peu en dessous du radar. C'est comme si votre corps était devenu un terrain inflammatoire et que dès qu'il y a quelque chose qui
est un peu moins bon dans votre alimentation, mais parfois même rien à voir, ça peut être un coup de stress ou un peu plus fatigué, hop, vous allez voir que là, vous allez avoir un peu plus de symptômes digestifs ou fatigue ou des choses comme ça. Et donc, cette inflammation chronique ou ce terrain inflammatoire, il va falloir avoir une approche qui va au-delà de simplement réduire le lactose et ou le gluten. Ça fait partie de la solution, certainement, mais il faut aussi ratisser un petit peu plus large, vu que comme il y a de l'inflammation, on doit aussi essayer de réduire les autres aliments inflammatoires. Euh, le- le- Pourquoi est-ce qu'on ratisse plus large ici et pourquoi est-ce que j'épingle ça aussi? Je vais vous donner une petite image pour bien visualiser ce qui se passe dans ce côté terrain inflammatoire. Imaginez un barbecue avec des braises bien chaudes. Quand on passe au-dessus du barbecue avec les braises bien chaudes et qu'on laisse tomber une petite goutte d'huile sur les braises, qu'est-ce que ça fait? Pfft, ça réenflamme le tout. Eh bien, tous les aliments, toutes nos habitudes ou notre alimentation inflammatoire, sur votre terrain inflammatoire, donc vos braises bien chaudes, chaque fois que vous mangez un aliment inflammatoire, en fait, vous entretenez les braises. Par contre, toujours la même image du barbecue, les braises sont éteintes. Vous avez laissé les braises s'éteindre complètement. Vous repassez avec une petite goutte d'huile qui tombe sur des braises éteintes. Ben, à ce moment-là, il ne se passe rien. Donc, ça veut dire aussi que vous avez une certaine, enfin, que vous aurez une certaine marge, mais que quand il y a cette inflammation qui est entretenue tout le temps parce qu'il y a un peu trop de sucre, il y a un peu trop d'aliments transformés, il y a du stress, autre que simplement le gluten ou le lactose, et ben, ça entretient ce terrain-là. Et donc, c'est pour ça que dans une approche plus complète en cas d'inflammation chronique. On évite la source du problème, mais on évite aussi les autres aliments inflammatoires pour diminuer cette inflammation. Et quand l'inflammation est diminuée, on a la capacité d'aller réparer la barrière intestinale dans un premier temps et ensuite la renforcer. Donc ça fait vraiment l'objet d'une approche qui est en général personnalisée. Je fais beaucoup ça en rendez-vous. Donc si vous pensez que c'est votre cas. C'est un petit peu plus complexe que simplement épingler le gluten ou le lactose. Faites-vous accompagner là-dedans. Je fais ça beaucoup en consultation, enfin moi ou quelqu'un d'autre. Et donc, c'est possible aussi. Mon message ici, c'est surtout de dire, n'abandonnez pas si vous trouvez que avoir évité le lactose ou le gluten n'a pas été suffisant dans votre alimentation. Ne vous dites pas, oui, mais moi j'ai déjà essayé, ça a été un peu mieux, mais en fait, ça n'a pas tout résolu et hop, j'ai recommencé à en manger. Le problème, il ne va pas se résoudre tout seul. Donc, il faut vraiment aller chercher ce cran plus loin. Alors, deuxième chose, au niveau des solutions, je voulais insister sur le fait qu'il y a une réelle différence entre l'intolérance et l'allergie. Donc, vous pouvez être intolérant au lactose, c'est pas la même chose que d'être allergique. Et allergique, c'est pas au lactose d'ailleurs, c'est aux produits laitiers et plus particulièrement à la protéine de lait. Donc, euh, si vous êtes allergique à la protéine de lait, même si vous évitez le lactose et que vous prenez des produits laitiers étiquetés sans lactose, vous aurez encore toujours la protéine de lait et donc vous n'allez pas résoudre votre problème. Les symptômes peuvent être les mêmes, mais le mécanisme sous-jacent n'est pas le même. Les allergies, ça implique une réaction du système immunitaire. On a beaucoup moins de marge, enfin, on n'a pas de marge avec les allergies. Une allergie, c'est je mange un truc auquel mon corps est allergique, mon système immunitaire réagit. L'intolérance, on a un petit peu de marge généralement. Donc c'est différent. Les allergies, ça se diagnostique. Donc vous pouvez vraiment avoir un diagnostic en disant je suis allergique aux protéines de lait ou je suis allergique au gluten. Et l'allergie au gluten, ça s'appelle la maladie cœliaque. Donc souvent, en particulier pour le gluten, les termes sont utilisés de façon mélangée. Allergie, sensibilité, intolérance. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. L'allergie, c'est le système immunitaire qui réagit et la sensibilité au gluten ou l'intolérance au gluten, c'est pas le système immunitaire. C'est vraiment plus au niveau de la digestion. Mais donc,
Si vous lisez des choses à ce sujet-là, euh, parfois ces termes ne sont pas bien utilisés. Donc, on utilise parfois intolérance pour allergie et inversement. Or, euh, c'est pas les mêmes approches. Donc ici, ce soir, dans ce webinaire, je vais vraiment parler des intolérances. Les allergies, ça doit se travailler d'une autre façon. Alors, autre élément super important, c'est la notion de seuil. Alors, cette notion de seuil, quand on la comprend, ça aide à comprendre un petit peu les choses par rapport à votre consommation, même si ça ne va pas la rendre noir et blanc. La notion de seuil, c'est donc typiquement, quand j'ai la réflexion en consultation au sujet de ces aliments, dire, bah, je ne comprends pas, parfois ça passe pas du tout. En effet, vous pourriez avoir consommé un plat avec un peu de crème dedans, un yaourt, et bah, tout va bien. Et puis un autre jour, vous avez consommé exactement la même chose et paf, là, vous avez plein de symptômes. Même chose avec le gluten. Vous pouvez avoir mangé un bout de pain, un biscuit, une pâtisserie, vous ne sentez rien du tout. Et puis, vous pouvez consommer exactement la même chose et quand même avoir des symptômes. Ça, c'est parce qu'on a une certaine tolérance jusqu'à un certain seuil. C'est comme s'il y avait un quota. Une fois que vous restez, enfin, si vous restez en dessous du quota, tout va bien. Une fois que vous dépassez le quota, là, vous commencez à avoir des symptômes. Donc, si vous cherchez, si pour les personnes qui m'ont dit dans le chat, moi, c'est pas clair du tout, euh, ben, en effet, si vous cherchez à dire, OK, j'ai mangé ça, j'ai rien eu, et puis un autre jour, j'ai mangé ça, j'ai quand même eu quelque chose, donc je comprends pas. Oui, en fait, c'est logique. Ça vous fait une belle jambe, je suis bien d'accord, mais c'est logique parce qu'il y a cette notion de seuil. Et pour compliquer le tout, le seuil, il varie. Donc, c'est même pas que vous puissiez dire, OK, moi, je connais un peu mon quota. On ne sait pas dire parce que le quota, est-ce qu'il se met à jour, tous les 24 heures, tous les je sais pas quoi? On ne peut pas dire. Et puis en plus de ça, il suffit que vous soyez un peu plus fatigué, un peu plus stressé, ou que vous ayez déjà mangé d'autres aliments qui ont un peu fragilisé votre système digestif, que votre seuil, tout à coup, il est abaissé et vous allez avoir beaucoup plus vite des symptômes pour même une faible consommation. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que bon, ça rend pas les choses plus faciles, mais au moins ça permet quand même de comprendre pourquoi parfois il y a des trucs qui passent et parfois les mêmes aliments ne passent pas. Donc si parfois un truc passe et qu'après il passe pas, c'est peut-être quand même signe de cette intolérance. Même si parfois vous pouvez consommer la baguette ou le pain ou les pâtes sans rien avoir du tout comme symptôme. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Vous pouvez me dire dans le chat si vous avez aussi cette impression que parfois ça passe pas. Ah oui, oui. Oui, 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 ben oui. Ouais, ok. Bon, alors, bon, en pratique. D'abord le lactose, après je fais le gluten. Donc, euh, en pratique, le lactose, c'est quoi finalement? Le lactose, c'est le sucre du lait. Et donc, le produit de base, c'est le lait. Et donc, forcément, en cas d'intolérance au lactose, on va avoir potentiellement des problèmes avec tous les produits qui sont faits à partir de lait. Alors, précision aussi, tous les laits d'origine animale sont concernés. Donc, que ce soit le lait de vache qui est le plus courant, mais aussi le lait de chèvre et le lait de brebis. Parfois, on entend le lait de chèvre ou le lait de brebis, ça peut passer. Parfois, ça passe un petit peu mieux, mais en théorie, il y a encore toujours du lactose dedans. Et donc, on peut aussi réagir à ces laits ou ces produits-là. Donc, simplement se dire, je bascule et je prends tout en chèvre, c'est pas la solution, enfin, c'est pas la meilleure solution. Vous risquez en fait d'être déçu en termes de résultats. Alors, le lactose, on le retrouve dans ces produits à base de lait, mais en quantité variable. Et c'est pour ça que je vous ai mis le petit schéma à côté où on voit en fait que on peut avoir encore toujours certains produits laitiers, notamment les fromages à pâte dure, mais où il y a quasi plus de lactose. On sait aussi qu'on a un seuil de tolérance générale qui est de 3 grammes par jour.
Je vous l'ai mis, mais honnêtement, moi, dans la pratique, j'utilise jamais ce truc-là. Parce que déjà, je vous mets au défi de commencer à calculer vos 3 grammes quand je prends un petit bout de fromage par là, un yaourt là, ceci. Donc, on se lance dans des calculs où, franchement, c'est complexe. Et, comme je vous le disais, le seuil, il varie. Donc, même avec cette théorie, dans la pratique, ce ne sera même pas une garantie absolue de je reste en dessous des 3 grammes, donc je suis sûre que tout va bien. Il vaut beaucoup mieux dans l'approche diminuer le lactose et vraiment d'aller avoir comme réflexe de choisir des produits qui en contiennent beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc, en regardant le petit schéma ici à côté, on voit qu'il y a certains aliments que là, franchement, on ferait beaucoup mieux d'éviter, hein. Au plus proche du lait, au plus il y a de lactose dedans. Si c'est un produit qui a déjà été affiné, transformé comme dans les fromages, ben on voit qu'on en a progressivement moins. Déjà un petit peu moins dans le yaourt, un petit peu moins dans les fromages plutôt frais et beaucoup moins, voire plus du tout, dans des fromages qui sont à pâte dure, affinés. Donc ça vous permet aussi déjà de faire un tri assez facile dans les sources en fait déjà naturelles de lactose. Alors, je vais un petit peu plus loin là-dedans pour que vous ayez vraiment les indications claires. Ce qu'il faut éviter quand on veut éviter le lactose, c'est donc le lait et la crème. Les yaourts et tout ce qui est préparation laitière, les yaourts qu'on ne peut pas vraiment appeler yaourts pour la législation, mais qui en fait sont faits à base de yaourt ou de lait ou d'ajout de crème. Les fromages frais, la mozzarella. Alors, petite spécificité pour la mozzarella de bufflone en contient nettement moins. En contient encore, mais nettement moins. Donc, ça peut aussi faire partie des aliments que vous oserez tester parce que vous avez quand même plus de chances que ça passe que de la mozzarella classique. Les glaces, faites à partir de lait ou de crème, il y a du lactose dedans. Pour faire simple, moi j'ai plutôt envie de dire au niveau des fromages, c'est éviter tous les fromages sauf ceux à pâte dure affinée, c'est-à-dire plutôt vieux. Euh, un gouda mi-vieux, vieux, un comté bien affiné, c'est des fromages sur lesquels il y a, on va dire, 99% de chances que ça passe très bien, vous n'aurez aucun souci. Et je parle bien ici de l'intolérance au lactose. Vous êtes allergique aux produits laitiers, c'est autre chose, on est bien d'accord là-dessus. Dans tout ce qui est autorisé. Et donc là, je vais plutôt aller chercher les substituts. Et les substituts, j'ai envie de dire faciles, là où vous pouvez juste remplacer l'un par l'autre. Donc, si vous êtes habitué à boire du lait, optez pour les laits végétaux. Donc, lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine, etc. Là, on est sur des produits d'origine végétale, il n'y a pas de lactose dedans. Et en plus de ça, chaque fois qu'on est sur du végétal plutôt que de l'animal, on a aussi moins d'inflammation. Et comme je vous le disais tout au début, si c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, vous risquez d'avoir entretenu cette inflammation. Et donc, en fait, le simple fait de déjà diminuer des aliments inflammatoires, même au-delà du lactose, ça vous aidera. Pareil pour la crème. Donc, vous pouvez utiliser les crèmes végétales. Alors, avant, on n'avait que la crème de soja. Maintenant, de plus en plus, vous trouverez, même dans les supermarchés classiques, de la crème d'avoine, de la crème de cajou. Et moi, je trouve que la crème de cajou, c'est celle qui a le goût le plus neutre, le plus facile à utiliser. Alors, ça a un petit peu moins de goût que la crème classique. Donc, il faut relever un petit peu l'assaisonnement, mais sinon, ça peut s'utiliser vraiment de la même façon. Les yaourts, ça existe aussi en végétal, donc même chose, soja ou base coco. C'est des substituts faciles, mais c'est vrai que ça n'a pas tout à fait le même goût. Donc, il ne faut pas s'attendre à la même chose, mais en végétal. Le goût est un peu différent, la texture est un peu différente. Il faut un petit peu s'habituer, mais voilà, c'est dans vos habitudes, ça peut vraiment être un substitut au yaourt classique. Donc, je mets aussi dans les produits autorisés tous les fromages à pâte dure bien affinés et puis tous les produits délactosés, là où il y a marqué sans lactose. Donc, vous trouverez de la mozzarella sans lactose, du lait sans lactose, de la crème sans lactose. Je le mets aussi dans la liste ici parce que clairement, si vous êtes intolérant au lactose et que vous prenez les substituts sans lactose,
vous n'aurez pas le problème de digestion lié à ça. Et donc, ça peut faire partie des solutions. Moi, j'aime bien aller un cran plus loin dans ce côté alimentation saine et diminuer l'inflammation, et c'est pour ça que je vais d'abord les autres substituts. Le beurre, je l'ai mis aussi. Il y a encore un tout petit peu de lactose dedans, mais en général, ça passe très bien. C'est vraiment très, très peu en termes de quantité. Donc, avec cette liste-là, vous avez vos substituts. Alors, je ne l'ai pas dit, je vais peut-être quand même le rajouter ici. Le problème avec le lactose et pourquoi on est intolérant au lactose, c'est que donc ce sucre du lait, ce lactose, il a besoin d'une enzyme spécifique pour être digéré qui s'appelle la lactase. Dans tout ce qui est, on va dire, biochimie dans notre corps, la finale ase, ça veut dire que c'est des enzymes. Les enzymes, en termes de digestion, c'est les petits ciseaux qui vont découper, qui vont digérer les aliments qu'on a mangés pour les rendre assimilables après dans les autres étapes de la digestion. Ça se passe au niveau de l'estomac. Et donc, si vous manque l'enzyme, soit parce que vous avez toujours été intolérant au lactose et donc vous êtes né avec une très faible, voire pas de production du tout de lactase, ça existe, soit parce que votre production a diminué avec l'âge et c'est le cas le plus fréquent. Donc en général, les produits laitiers, ça passe très bien toute l'enfance et puis en fait, c'est progressivement au fil des années, la production de lactase diminue et donc vous digérez de moins en moins bien le lactose. Donc sans cette enzyme, ben, le lactose il n'est pas digéré. L'estomac il fait ce qu'il peut pour le digérer, mais après voilà ça passe à l'étape suivante. Les intestins en général c'est là qu'on a les symptômes les plus marquants. Avec un tout petit peu de lactose dans certains aliments, en général, au niveau de la digestion, ça passe. Donc, c'est pour ça que vous avez cette liste-là. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'y répondrai. Alors, on passe au gluten. Donc, le gluten, la sphère, on va dire, d'attention dans l'alimentation en ce qui concerne le gluten, ce sont les céréales. Donc le gluten, c'est une protéine qui se trouve dans les céréales, alors pas toutes, en particulier le blé. Même le blé complet, parce que j'ai parfois aussi la remarque en consultation de dire oui, mais je prends des pâtes complètes ou du pain complet. Le gluten, il est aussi dans les produits complets. C'est meilleur pour la santé parce qu'il y a des fibres, mais ça ne va pas résoudre votre problème en termes de présence de gluten. Dans nos habitudes, dans notre consommation, c'est vraiment le gluten du blé qui pose le plus de problèmes parce que, d'une part, c'est le blé qui est le plus présent dans notre alimentation et c'est aussi le gluten du blé qui est le plus inflammatoire, qui est le plus susceptible de causer des problèmes. Parce qu'on dit le gluten, mais en fait, il y a plusieurs formes de gluten qu'on va retrouver dans des céréales différentes. Les autres céréales qui contiennent du gluten, on utilise l'acronyme SABO pour les identifier, même si c'est incomplet. Donc SABO, c'est pour le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, la tricale, mais on devrait rajouter aussi l'épeautre et le petit épeautre. Donc ça, c'est les céréales qui contiennent naturellement l'une ou l'autre forme de gluten. Et j'insiste là-dessus parce que justement, dans cette notion de tolérance ou d'intolérance au gluten, il y a une échelle. On va dire, il y a vraiment des approches qui doivent avoir des degrés d'éviction différents. Peut-être que le gluten ne vous convient pas, mais qu'une alimentation pauvre en gluten, sans être stricte, sans être absolument sans gluten, vous pourra déjà vous aider beaucoup. Et c'est le cas de la toute grande majorité des personnes. Quand on dit qu'on est sensible au gluten, en fait déjà aller sur une alimentation pauvre en gluten, où on garde par exemple l'avoine, le petit épeautre, on peut déjà résoudre tous les symptômes avec ça. Si par contre, votre tolérance est vraiment très faible ou votre intolérance est très marquée, vous devrez peut-être quand même passer à du sans gluten au sens strict et alors aller chercher des céréales qui n'en contiennent pas du tout. Donc là, même le petit épeautre ou l'épeautre,
qui contiennent nettement moins de gluten que le blé et une forme moins inflammatoire, mais chez les personnes qui sont sensibles, qui sont plus sensibles, même ça ne passera pas. Donc on a vraiment deux approches avec des degrés d'éviction qui sont différents. Alors, il y a une question, l'avoine ne contient pas de gluten, alors pourquoi on en vend sans gluten? Alors, c'est une bonne question. Euh, L'avoine en tant que telle peut contenir une forme de gluten ou est souvent contaminée par des traces de gluten. Donc, quand on a un avoine qui est libellé sans gluten, ça veut dire qu'il ne peut même pas y avoir de traces de gluten, c'est-à-dire d'autres aliments. Maintenant, l'avoine, dans certains cas, mais c'est plus la maladie cœliaque, donc l'allergie, il y a une structure d'une protéine dans l'avoine qui ressemble très fort au gluten et qui parfois fait qu'on peut aussi réagir à l'avoine. Mais donc, si, pour être plus clair ici, si vous êtes dans un régime qui est pauvre en gluten, pas de problème pour l'avoine, même si ce n'est pas marqué avoine sans gluten. Si vous devez avoir une alimentation sans gluten, vous devez aller chercher de préférence l'avoine où il y a marqué sans gluten dessus. Les autres céréales sans gluten, le riz, le sarrasin, le millet, le quinoa, et donc j'y reviendrai, là, on peut, enfin, il faut prendre l'habitude en fait de jongler avec ces produits-là. Je vous invite aussi à vous méfier des produits étiquetés sans gluten. En fait, le gluten, à quoi ça sert? Le gluten, il permet vraiment, c'est la colle en fait dans les préparations à base de farine de céréales. Donc c'est le gluten qui permet d'avoir une chouette texture, une bonne tenue, qui permet que ça gonfle bien. Donc c'est hyper pratique en fait en termes euh, de technicité. Donc pour les industriels ou les artisans, le fait qu'il y a du gluten, ça rend les préparations plus faciles et plus chouettes, plus réussies. Donc si on enlève le gluten, on enlève donc la colle, on enlève l'élément plutôt de structure. Et donc souvent dans les produits sans gluten, bah, il faut rajouter d'autres choses pour essayer quand même d'avoir un produit qui tienne. Donc prenez l'habitude de lire les étiquettes. Dans les supermarchés, on a de plus en plus de produits sans gluten et je pense que ça facilite les choses, mais ils ne sont pas tous bons. Donc, si vous voyez une liste d'ingrédients longue comme ça, avec plein d'additifs que vous ne reconnaissez pas, il n'y a peut-être pas de gluten, mais de nouveau, votre terrain inflammatoire, vous n'allez pas l'améliorer en mangeant des aliments transformés avec plein d'additifs. Autre élément d'attention dans les produits étiquetés sans gluten, c'est que souvent, on a remplacé le blé par du maïs qui ne contient pas de gluten. Mais le maïs, si on commence à en consommer beaucoup, il devient aussi inflammatoire. Donc, simplement se dire, OK, ben, mes produits habituels, mon pain, mes pâtes, mes farines, hein, je prends des substituts. Et s'il y a plein de choses à base de maïs, ben, de nouveau, en termes de ce travail de fond, de réparation, de restauration du système digestif et de la muqueuse intestinale en particulier, va pas bien se faire parce que vous gardez un élément inflammatoire trop souvent. Le maïs va devenir votre petite goutte d'huile sur vos braises du barbecue. Donc le maïs, c'est pas interdit, mais s'il est en excès, vous n'avez pas une solution, j'ai envie de dire, durable dans votre approche. Alors, le gluten, il pose aussi problème à de très nombreuses personnes. Alors, pour moi, c'est pas une mode, hein. On entend parfois, oui, maintenant tout le monde est allergique au gluten. Bon, déjà, c'est pas allergique, c'est sensible. Euh, je suis, ben, oui, moi, je suis convaincue que c'est pas du tout un effet de mode et enfin, on est très, très nombreux à se sentir beaucoup mieux si on en consomme moins parce qu'il est devenu omniprésent dans les habitudes. Je vous ai mis ici une journée type entre guillemets. On mange un petit déjeuner le matin, il y a du pain. Le midi, un wrap ou un sandwich. Dans l'après-midi, il y a peut-être bien un petit biscuit, une petite gaufre. Et puis le soir, un plat de pâtes ou une lasagne ou même un repas viande, légumes. Et bien le féculent, ça peut être des pâtes. Et en fait, vous voyez que vous avez du blé, mais partout, tout le temps. Et si on a un système digestif qui s'est un peu fragilisé, bah, vos petites gouttes d'huile sur les braises,
elles sont là 4-5 fois par jour. Et donc forcément, on s'en sort pas avec un schéma comme celui-là. Donc le blé, pour beaucoup de personnes, est surreprésenté dans l'alimentation. Et en plus de ça, je vous le disais, c'est le gluten du blé qui pose le plus de problèmes. Donc même avec un schéma comme celui-là, si on était sur des céréales qui en contiennent moins, par exemple le petit épeautre ou des choses à base d'avoine, probablement qu'il y aurait déjà une nette amélioration des symptômes. Alors en pratique, donc je fais bien cette distinction. Est-ce que pour vous, une éviction des sources principales, je veux dire les pires de gluten suffit? Bah, vous êtes dans un régime pauvre en gluten. Si vous êtes très sensible, vous devez aller sur un régime sans gluten. Si vous ne savez pas trop, commencez avec un régime pauvre en gluten. La toute grande majorité des personnes peut vraiment déjà enfin, s'en sortir très bien et totalement avec un régime pauvre en gluten qui reste un petit peu plus flexible. Maintenant, même sur un régime sans gluten, ça peut paraître compliqué a priori en disant, mais qu'est-ce que je peux encore manger? Je dois supprimer mon pain, mes pâtes, la farine, etc. C'est vraiment une question d'habitude. Il y a quelques ingrédients qu'il va falloir apprivoiser un petit peu, qu'il va falloir apprendre à jongler avec ces ingrédients-là, mais c'est vraiment une question d'habitude. C'est pas fondamentalement ultra compliqué. Et justement, dans le livre de recettes, les 21 jours sans gluten, c'est mon but, c'est de vous mettre le pied à l'étrier avec ces farines qu'on n'a pas l'habitude d'acheter ou ces autres céréales qui sont un peu moins connues, mais qui sont en fait totalement faciles à intégrer dans l'alimentation de tous les jours. Donc, je reviens ici au slide. Pauvre en gluten, on peut garder le petit épeautre et l'épeautre aussi, mais le petit épeautre dans les céréales, c'est vraiment enfin, c'est la céréale qui contient le moins de gluten et le moins inflammatoire. Ça se trouve donc du pain au petit épeautre. Ça ne va pas se trouver en supermarché classique. Vous devrez aller dans des magasins bio ou dans des boulangeries un petit peu plus spécialisées, mais ça se trouve quand même de plus en plus. Et si vous trouvez en plus de ça un pain de petit épeautre au levain, ça c'est encore mieux. Le levain prédigère le gluten et donc bah, épargne en fait votre digestion à vous. Le petit épeautre, ça se trouve aussi en farine et la farine de petit épeautre peut se substituer telle quelle pour la farine de blé. Donc ça veut dire que vous trouvez n'importe quelle recette où il y a de la farine de blé, vous pouvez utiliser la farine de petit épeautre à la place sans rien changer d'autre. Donc ça, c'est assez facile. Et j'ai aussi préparé, je vous la montrerai après, une liste de courses justement avec ces aliments typiques pour le gluten. Et je vous dirai aussi où vous pouvez trouver tout ça. Dans le régime pauvre en gluten, on peut aussi donc trouver des pâtes de petit épeautre ou d'épeautre. En général, ça passe très bien aussi, ça se trouve assez facilement. Et on peut garder l'avoine, j'ai envie de dire l'avoine standard, classique, pour des préparations avec des flocons d'avoine. On trouve parfois des wraps avec une base d'avoine et d'épeautre. Donc tout ça, c'est OK dans le régime pauvre en gluten. Dans le régime sans gluten, on est plus strict de ce point de vue-là. Donc, par exemple, pour le pain, vous devrez vraiment aller chercher des pains sans gluten. Je vous ai mis entre parenthèses le nom d'une boulangerie qui s'appelle So Bake It, qui fait des pains sans gluten nickel. Donc, il n'y a pas 50 000 additifs, c'est vraiment des ingrédients j'ai envie de dire, c'est une préparation très clean. C'est vraiment des bonnes alternatives, c'est des chouettes pains. Ça se trouve donc c'est distribué dans des magasins bio en Belgique. Je ne suis pas sûre qu'on les trouve en France. Donc, s'il y a des Français qui écoutent ici et qui connaissent, vous pouvez me faire signe si ça se trouve ou non. Euh, D'autres alternatives au pain, c'est le pain des fleurs. Je pense que tous ceux qui sont sensibles au gluten connaissent le pain des fleurs. Pain des fleurs, c'est des petites cracottes tout légers. Il y en a, je sais pas moi, 15 variétés différentes. Elles sont toutes sans gluten et vous avez multicéréales, quinoa, sarrasin, riz, châtaigne, aux figues, au cacao, noisettes. Enfin, il y a plein de choses. C'est assez pratique parce que ça tient super longtemps. Voilà, c'est vraiment une petite cracotte qui peut
servir à plein de choses et qui peut s'utiliser comme comme une alternative au pain. Moi, j'aime bien aussi les crackers aux graines, ceux de la marque Sigdal. Alors là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus consistant. C'est vraiment comme des petites graines agglutinées sous forme de crackers, de cracottes. Sigdal, c'est une marque qui fait aussi des choses avec gluten, mais il y a des variétés sans gluten. Je pense que c'est l'avoine sans gluten dans leur crackers qui pourraient convenir. Je vois juste, il y a une question dans le chat. Stéphanie qui dit, je suis déjà dans un régime pauvre en gluten, mais je ne sais pas si ça suffit. Ben, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a encore des symptômes? Est-ce que ça va beaucoup mieux ou est-ce que ça va que un peu mieux? Et donc là, soit se dire, OK, ben, je vais un cran plus loin et j'essaye sans gluten, soit c'est rebondir sur ce que je disais tout au début en disant, ouais, mais en fait, peut-être que le sans gluten me convient, mais que j'ai d'autres choses à restaurer en parallèle au niveau muqueuse intestinale, par exemple. Pour le pain des fleurs, on m'a dit qu'il y a de la farine de riz et que c'était pas idéal. Alors, c'est vrai que la farine de riz, on la retrouve dans énormément de produits sans gluten. Le problème de la farine de riz, c'est son index glycémique. C'est que c'est un index glycémique qui est très élevé et donc on se retrouve avec des produits qui sont pas si géniaux que ça pour la santé. Maintenant, dans le pain des fleurs, il y en a aussi à la farine de riz complète. Et donc ça, c'est OK. Et je pense qu'il y a aussi le quinoa qui est 100% quinoa. Donc il n'y a pas que de la farine de riz. Il y en a vraiment qui sont aussi avec d'autres céréales. Ou si c'est un peu de farine de riz et d'autres choses, là ça passe aussi. Alors, au niveau des pâtes dans le sans gluten, là, je peux vous assurer que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 15 ans. J'ai l'impression qu'il y a des pâtes de tout maintenant. Ouais, on a des pâtes de lentilles, des pâtes de riz, des pâtes de sarrasin, des pâtes de petits pois, des pâtes d'avoine. Et donc, dans le petit sans gluten, pour moi, ce qui ressemble le plus aux pâtes classiques et qui est donc le substitut le plus facile, c'est les pâtes de lentilles jaunes. Euh, les pâtes de lentilles jaunes, ça se trouve en magasin bio, ça se trouve chez Delhaize, pour ceux qui sont en Belgique. Et ça se cuisine de la même façon, c'est vraiment assez facile. Alors la texture est un tout petit peu différente. Les produits sans gluten, c'est généralement des produits qui sont un petit peu plus secs, un peu moins onctueux. Donc oui, c'est un petit peu plus râpeux, mais franchement, ça va. Euh, Vous avez aussi les pâtes de riz. Et donc là aussi, j'insiste, suite à la remarque sur la farine de riz. En effet, on choisit le riz complet pour avoir les fibres. Et puis, la céréale qui va devenir votre meilleure amie si vous êtes dans un régime sans gluten, c'est le sarrasin. Vous allez trouver plein de trucs à base de sarrasin et notamment aussi les pâtes. Alors, en général, elles sont très foncées, mais au niveau du goût, la céréale en tant que telle et la farine donnent parfois un petit peu plus de goût, mais dans les pâtes, ça passe facilement. Voilà, ça, c'est un petit peu plus prononcé que les pâtes de blé classiques. Mais je trouve que honnêtement, on s'habitue assez vite. Donc, dans les farines, on va retrouver les mêmes, hein. On va chercher les farines de riz, les farines de sarrasin, de châtaigne. Et pour ce qui est des préparations à base de farine, là, contrairement à le petit épeautre, on ne peut pas substituer un pour un. C'est ce qui rend parfois les choses un peu décourageantes quand on veut faire de la pâtisserie sans gluten, c'est qu'on est obligé de jongler, de mélanger différentes farines. C'est le cas en effet, mais il y en a, voilà, vous devez peut-être en avoir trois en stock chez vous. Vous devez avoir la farine de riz, la farine de châtaigne, la farine de sarrasin. Et puis vous verrez qu'il y a des recettes où c'est plutôt riz châtaigne, d'autres riz sarrasin. Et une fois que vous avez le pli, ça devient vraiment une habitude. C'est un petit peu une autre logique au départ, mais vous ne laissez pas impressionner par ça. C'est vraiment accessible. Et si vous vous en sortez pas tout seul, le livre de recettes dont je vous parlerai juste après, ça va vous aider aussi à vous familiariser avec tout ça.
Et puis forcément, on a aussi les céréales en tant que telles. Donc on n'est pas obligé d'être sur des produits transformés comme le pain ou les pâtes. Vous pouvez utiliser du quinoa à la place de vos pâtes dans un repas, je sais pas moi, avec votre poulet, vos légumes et du millet ou du sarrasin ou du quinoa. Euh, Ce sont vraiment des substituts intéressants au niveau nutritionnel. Est-ce que, parmi ceux qui sont là, est-ce que vous connaissez sarrasin, millet, quinoa? J'imagine que oui, riz forcément. Mais peut-être ceux qui sont un peu moins courants comme le sarrasin, le millet, ça vous dit quelque chose? Oui, ok. J'adore le sarrasin. Crêpes de sarrasin, tout à fait. Le sarrasin, c'est ce qu'on appelle le blé noir aussi. Le blé noir, c'est pas du blé, hein, c'est le sarrasin, il n'y a pas le gluten. Et je le fais en accompagnement des légumes. Ouais, nickel. Bon réflexe. Alors, ouais, justement, je vous parlais de où trouver les différentes infos. Je vous ai mis des petits QR codes ici. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez les scanner. Je vais les détailler par après. Je vous ai préparé trois liens ici. Le premier, c'est une liste de courses et je vais vous la montrer juste après en détail, mais là, vous arrivez directement sur le site. Donc, j'ai fait sur le site Casidomi, c'est une sorte d'épicerie en ligne que moi, j'utilise beaucoup pour mes courses. Ils ont un système d'abonnement où du coup les prix sont moins chers. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je le fais depuis 4 ans, 4 5 ans pour mes commandes, justement tout ce qui est céréales, mais aussi les graines, les oléagineux, les huiles, les épices. Et il y a pas mal de substituts intéressants, pauvres en gluten ou sans gluten. Donc si vous scannez ce QR code-là, vous arrivez sur la page où vous retrouvez ma sélection de produits. Donc j'ai déjà fait le tri pour vous. Euh, et comme ça, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Vous pouvez les commander sur ce site-là. Vous pouvez aussi retrouver les mêmes produits en magasin bio si vous ne voulez pas commander en ligne. Donc sur le site de Casidomi, moi j'ai des codes de parrainage qui vous permettent d'avoir des réductions. Donc joyeuse 10 ou joyeuse 20, ça vient d'alimentation joyeuse. Le 10, je crois que c'est 10% sur votre première commande et joyeuse 20, c'est 20 euros de réduction sur le prix de l'abonnement. Bon, tout ça, je vous aurai les détails quand je vous enverrai l'email demain avec le replay. Je remettrai ça ici, donc pas grave si vous ne le faites pas tout de suite. À côté de ça, l'autre QR code en vert, c'est donc l'e-book 21 jours de menu sans gluten et pauvre en gluten. Donc, c'est un e-book où j'ai mis les deux déclinaisons. Donc, que vous soyez dans une approche faible, donc pauvre en gluten, ou que vous deviez être plus strict et que ça soit sans gluten, vous avez chaque fois toutes les options pour les deux approches. Quand vous scannez ça, vous tombez sur la page où vous pouvez le commander. Il y a marqué prévente. Je viens de mettre la version finale en ligne, donc c'est plus les préventes. Vous recevez direct l'e-book entier au lieu de l'extrait. Donc ça, je vais changer demain matin. Mais donc il est prêt, tout chaud, sorti de la presse entre guillemets. Mais donc il est prêt pour vous. Et la troisième, donc la même optique, c'est la même base, mais là, sans lactose. Alors, j'ai eu entre-temps aussi une demande de dire, OK, même si moi, je vais éviter et le lactose et le gluten, est-ce qu'il y a aussi un e-book qui évite les deux? Euh, Pas pour l'instant. Maintenant, je peux très bien le développer aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me faites un petit mot, soit ici dans le chat, soit vous répondez à l'email que je vous enverrai demain avec le replay et vous me dites, OK, moi j'aimerais bien avoir les deux combinés et je vais voir ce que je peux faire. Bon, alors. La liste de courses. La liste de courses, elle ressemble à ça, ce que vous voyez ici à l'écran. Alors, c'est un extrait, il y a un peu plus de produits sur le lien que je vous ai envoyé, mais ça, je vous le mettrai aussi, je vous l'enverrai
par email demain cette liste-là. Et comme ça, vous voyez vraiment le type de produit. J'ai mis les marques, j'ai mis donc le paquet, comme ça vous aide à faire vos courses, en fait, à déjà faire un peu j'ai fait le travail d'élagage pour vous en disant, OK, parmi tout ce qui peut être sans gluten ou pauvre en gluten, qu'est-ce qu'il faut choisir? Bah, si vous choisissez ces produits-là, vous avez déjà la base parfaite. Vous pouvez vous en sortir avec je veux dire, votre alimentation pour tout le temps, quoi. Qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans? Typiquement les farines, le pain des fleurs, mais aussi les déclinaisons, les pâtes, le couscous, les sauces, parfois pas facile de trouver sans gluten. Euh, Par exemple, les pâtes de curry, des choses comme ça, les tartinades, certains granolas. Euh, et donc là aussi, vous voyez, il y a la distinction sans gluten ou pauvre en gluten. Donc ça, c'est une chose. Alors, dans les e-books. Donc les e-books, est-ce qu'il y en a qui connaissent les 21 jours de menu sain et pratique parmi vous? Ouais, ok, j'en vois des oui. Ok. Donc, la base, c'est 3 semaines avec des propositions pour tous les repas de la journée. Donc, vous avez dans l'e-book des plannings avec des suggestions de jour 1, c'est matin, midi, goûter, soir, jour 2, etc. C'est différent pour tous les jours pour vous donner un maximum de variété. Et donc, a priori, quand j'ai créé ces livres de recettes, c'était sans distinction, avec du lactose, avec du gluten. Alors, il n'y en a jamais énormément, puisque j'essaye d'être sur une alimentation plus saine, moins inflammatoire, mais il y en a quand même. En particulier dans les préparations, justement, tout ce qui est dessert, pâtisserie, etc. Là, il y a quand même souvent encore le côté gluten ou lactose. Donc ici, j'ai fait deux versions distinctes. Une sans gluten, donc avec les deux approches, hein, pauvre en gluten et sans gluten strict, et un autre e-book sans lactose. Et vous retrouvez là-dedans les plannings, les fiches de recettes, les listes de courses, donc tout ce que vous avez besoin pour une cuisine de tous les jours. Mon but avec ça, c'est vraiment vous donner des idées pour manger la cuisine de tous les jours de façon saine, de façon variée et adaptée, sans lactose ou sans gluten. Donc voilà pour ça. Je vous ai mis ici quelques images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est faites le plein d'idées, d'inspiration et j'espère que ça va vous donner faim rien qu'en voyant les images. Il y a donc de tout, hein. Il y a des plats, enfin le petit déjeuner, des plutôt goûter gourmandises et des repas vers midi, soir. Un exemple ici, et donc je les montre ici, mais vous avez donc ces mêmes recettes qui sont déclinées en version sans lactose et sans gluten. Donc vous retrouvez ça les deux e-books. Tartelette à la ganache, des brownies aux noix de pécan, galettes de sarrasin farcies, le granola au cacao, salade de lentilles, un risotto, légumes de printemps, un taboulé de quinoa à la mozzarella. Donc là, mozzarella sans lactose, c'est soit mozzarella de bufflone, soit une mozzarella étiquetée sans lactose. Et dans le livre sans lactose, je vous donne aussi encore d'autres alternatives. Si vous trouvez pas ce type de mozzarella, je vous donne d'autres substituts en fait. Des repas voilà, complets avec des aliments simples, mais aussi des chouettes petites sauces voilà, pour donner du goût, pour que ça soit facile et accessible, mais quand même aussi chouette, savoureux, varié. Le poulet aux olives et les épinards, ça c'est un de mes favoris. C'est hyper facile à préparer. Ça a plein de goût, c'est vraiment chouette. Les crackers aux graines, là je vous avais donné les marques que vous pouvez acheter, mais il y a aussi la recette pour les faire soi-même. Donc il n'y a rien de tout ça qui est compliqué. Maintenant, voilà, ça prend un peu de temps à faire, mais de nouveau, vous avez la recette que vous faites quand vous avez le temps. Quand vous n'avez pas le temps, vous prenez le substitut du commerce. C'est ça aussi dans les 21 jours de menu, c'est de dire
Eh ben, il y a plein de choses que je fais moi-même et ce que j'ai pas le temps de faire moi-même, j'achète tout fait. Donc, je vous guide là-dedans aussi. Euh, donc, il y a une question au sujet des lentilles. Aucune lentille ne contient de gluten. J'ai parlé des lentilles jaunes parce que je trouve qu'en termes de goût pour les pâtes, c'est ce qu'il y a de plus proche. Mais les lentilles corail, les lentilles vertes, les lentilles noires ne contiennent pas de gluten, donc c'est totalement adapté aussi. Autre recette ici, bœuf sauté au brocoli, patates douces à l'ail. Et je vous remets les sources ici si vous êtes intéressé par ben, l'une de ces trois options. Est-ce que ça vous aide tout ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, aux approches? N'hésitez pas. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure avec ce qui était dans le chat, mais si jamais j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à me les remettre. Et pour tous ceux qui nous écouteront, ou qui m'écouteront en replay, vous pouvez répondre à l'email ben, dans lequel vous aurez trouvé le replay et me poser les questions. Ou c'est sur YouTube, vous pouvez toujours aussi poser la question sur YouTube. J'essaye de répondre à tout. Ok, donc moi dans le chat, je ne vois plus de questions. J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage et que ben, je les vois bien. Donc, ah, oui, hop, s'il y a quand même encore des questions. Alors, est-ce qu'on peut faire un test pour voir si on est intolérant au lactose ou au glucose? J'imagine que c'est gluten. Mais donc, pour l'intolérance au lactose, il y a un test assez courant qui s'appelle le breath test, qui consiste à prendre une solution qui contient du lactose et puis avoir un petit appareil qui mesure ce que vous allez expirer. C'est le test standard pour déceler les intolérances au lactose. Euh, Ça permet d'avoir d'avoir un diagnostic. Maintenant, euh, j'ai aussi déjà eu des cas où le test s'avère négatif, mais où la personne se sent quand même beaucoup mieux en ne consommant pas ou beaucoup moins de lactose. Donc, je vous disais, c'est rarement noir ou blanc. Autant dans le côté allergique, c'est assez clair, autant dans le côté intolérance, mais parfois, on n'est pas fixé, enfin, on n'est pas totalement fixé malgré le test. Maintenant, si le test dit que vous êtes intolérant, alors oui, vous serez intolérant. Si le test dit que vous n'êtes pas intolérant, mais quand même que vous suspectez qu'il y a quelque chose, moi, je vous invite à faire le test dans votre alimentation et de voir si vous vous sentez mieux. Et pareil pour le gluten. euh, le- la, la maladie cœliaque, ça peut se déceler, donc il y a vraiment des anticorps par rapport à ça. Les intolérances, il y a aussi des tests qui peuvent mettre en évidence ça au niveau analyse des intestins. Il y a tout ce qui est zonuline, qui est typique de cette intolérance au gluten, mais à nouveau, moi je trouve que dans la pratique, c'est pas toujours aussi net que ça. Et donc, voilà, parfois faire le test, de se dire j'essaye pendant quelque temps et je vois aussi si je peux pas réparer en parallèle la muqueuse intestinale. Pour moi, c'est la meilleure approche. Alors, je pense aussi par rapport au test justement avec le lactose, il y a une chose que je n'ai pas dite dans l'approche pour le lactose, c'est que, donc je vous ai dit, le lactose doit être digéré par la lactase, c'est l'enzyme. Mais il existe aussi des compléments de lactase, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une gélule avec l'enzyme qui va digérer le lactose. Ça reste une solution pour les déplacements, par exemple. Vous êtes invité quelque part ou vous êtes au restaurant, vous n'êtes pas sûr qu'il y a peut-être un petit peu de crème ou quelque chose. Euh, Bah, dans ces moments-là, vous avez les gélules de lactase et ça va vous aider à digérer. Donc, en cas d'intolérant au lactose, pour moi, c'est quelque chose que vous devrez avoir dans votre placard et que vous utilisez au cas où, en fait.
Alors, encore d'autres choses dans le chat. Donc déjà, un régime pauvre en gluten et en lactose depuis un peu moins d'un an. J'étais épuisée avant de commencer et maintenant je suis beaucoup moins fatiguée. En effet, c'est l'un des symptômes les plus marquants en fait dans les témoignages quand on diminue, on supprime le gluten, c'est ce retour de l'énergie. Mais néanmoins, zut, c'est parti. Euh, mais mais toujours pas mal de douleurs articulaires. Ok, donc ça veut dire typiquement, merci pour cette question, ça va mieux, mais on reste avec un problème inflammatoire. Douleur articulaire, c'est qu'il y a de l'inflammation quelque part. Et donc là, ça veut dire qu'il faut ratisser un petit peu plus large. Il faut aller chercher où sont vos autres petites gouttes d'huile qui entretiennent le terrain inflammatoire. Donc, il faut vraiment aller chercher plus large dans cette approche anti-inflammatoire et aller restaurer d'autres choses que, entre guillemets, juste l'éviction du gluten et du lactose. Alors, autre question, est-ce qu'on peut penser à ces intolérances lorsqu'on a des douleurs seulement à l'estomac et pas du tout aux intestins? Euh, On peut y penser. C'est pas ce qu'il y a de plus typique. En général, on a plusieurs symptômes dont je ne peux pas coller un chiffre, mais en général, il y a quand même des choses au niveau digestion ou transit. Maintenant, pas toujours, et j'ai encore eu le cas cet après-midi, là aussi, ciblé au niveau de l'estomac, vraiment douleur au niveau de l'estomac. Euh, En consultation, quand j'ai ce genre de symptômes qui sont beaucoup plus ciblés, je commence pas par l'éviction. Je suis pas tout de suite dans des régimes sans lactose ou sans gluten. Je vais plutôt d'abord aller chercher sur la systémique du fonctionnement de l'estomac. Est-ce qu'au niveau de l'acidité, c'est une bonne acidité, ni trop ni trop peu? Est-ce qu'au niveau des enzymes, est-ce qu'elles sont bien actives? Est-ce que cette phase de digestion se passe bien? Si ça se passe pas bien, généralement, c'est plus long, c'est là qu'on commence à avoir des douleurs, des pressions, etc. Donc, c'est pas impossible, pour répondre à votre question, Amandine. On peut penser à ça, mais pour moi, c'est pas la première approche. Ou en tout cas, moi, c'est pas par là que je commencerai. Donc, peut-être le petit mot de la fin par rapport à ça. Je pense qu'on est très nombreux à bénéficier d'une approche alimentaire réduite en lactose ou réduite en gluten. Je pense que enfin, ça peut vraiment aider beaucoup plus de personnes que ce qu'on ne le croit. Mais ce n'est pas non plus la solution à tout. Et donc, dans la sphère digestive, il peut y avoir d'autres choses. Donc, ce n'est pas non plus d'office le lactose ou le gluten. Mais quand on a des fragilités au niveau digestion, c'est éliminer ces aliments-là va probablement contribuer à une amélioration, mais c'est pas nécessairement la seule piste. Euh, Quand on est ballonné, comment sait-on si c'est l'estomac ou les intestins? Normalement, donc l'estomac c'est plus haut, les intestins c'est plus bas. Et donc, c'est déjà en termes on va dire, localisation géographique au niveau du corps et en général aussi au niveau du timing. Donc, dans la digestion, c'est vraiment une cascade. Donc, on commence par la bouche. J'en profite pour rappeler qu'il faut bien mastiquer, bien mâcher. Après, il n'y a plus de dents, donc c'est vraiment la première étape de digestion. Ensuite, c'est l'estomac. Donc, si vous avez des symptômes très vite après avoir mangé, bah, probablement que ça se situe encore au niveau de l'estomac. Et ensuite, c'est les intestins. Donc, au niveau du timing, parfois, ça aide aussi à identifier, même si, comme je vous le disais tout au début, on voit que les symptômes peuvent apparaître bah, même plusieurs heures après. Et donc, oui, parfois, c'est un petit peu plus compliqué de savoir où exactement est-ce que ça se situe. Bon, je prêche pour ma chapelle ici, mais ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut aborder de façon individuelle en consultation. Je peux vous aider vraiment à identifier où est le problème. Bon, ben voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je propose qu'on clôture ici. Je vais arrêter le partage d'écran.
Voilà, comme ça je vous revois tous et toutes aussi. Merci à tous ceux qui étaient présents ici en direct et à ceux qui nous réécouteront en replay. Donc si jamais il y a encore d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter. Et je vous retrouve sinon tous les dimanches dans la newsletter Alimentation Joyeuse. Bonne soirée à tous. Encore merci beaucoup. Merci pour tous vos petits messages. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. À bientôt.